Bonjour Michel Borzykowski. Bonjour Annie. Vous avez écrit avec... Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation à la journée du livre de GEM, Judaïsme en mouvement. Vous avez signé avec Ilan Lev un très beau livre aux éditions Slatkin, Objets transmissionnels, liens familiaux à la Shoah. Ce livre est préfacé par Boris Cyrulnik, qui rappelle que les objets ont l'âme que nous lui attribuons. Ce livre se présente en deux parties. La première partie est faite d'analyses et de points de vue de spécialistes dans différents domaines de la recherche, qui va de la nature de l'objet aux enfants cachés. Et la deuxième partie montre les objets eux-mêmes présentés par leurs propriétaires et décrit l'histoire de leur famille. Alors, ma question est très simple et directe. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits sur la Shoah. Qu'est-ce qui vous a amené à mener cette recherche et en quoi ce livre est-il différent? Voilà une bonne question, Manishtana. En quoi ce livre est-il différent des autres? Il est différent d'abord par le fait que le projet n'est pas parti de l'idée d'écrire un livre. L'idée d'écrire un livre est venue secondairement. Le projet est parti d'une rencontre d'un groupe de personnes de deuxième génération et de troisième génération auxquels se sont joints des gens de première génération ou de génération 1.5. Peut-être je préciserai ultérieurement ce que c'est que les 1.5. Un jour, Ilan Lev est venu me voir. Ilan Lev est une troisième génération, c'est-à-dire un petit-fils de personnes ayant été confrontées directement à la Shoah. Et il est venu me voir, moi qui suis deuxième génération. Mes parents étaient survivants de nombreux camps de concentration, déportés de Pologne. Et il m'a demandé si je pensais que ça faisait sens d'organiser à Genève un groupe de rencontres de personnes comme lui et moi, juives pour la plupart, l'écrasante majorité, et si ces gens avaient encore des choses à dire ou à se dire ou à raconter à propos de leur expérience et de leur vécu de la Shoah. Et j'ai pensé que c'était une bonne idée parce que ça n'avait jamais été fait à Genève. Ça s'est fait, je sais, dans beaucoup de villes, dont Paris, beaucoup de villes d'Europe, des États-Unis, d'Israël. Il y a eu des associations d'aide, d'entraide, des groupes de parole, etc. Mais à Genève, il n'y avait rien de pareil jusqu'à maintenant. Et on a décidé d'organiser ce genre de rencontres. Et ça a été un succès immédiat puisque pour Genève, qui est quand même un bassin de recrutement assez modeste, il y a eu lors de la première séance plus d'une quarantaine de personnes venant de toutes les communautés juives de la région ou hors communauté. Et il se trouve qu'au fil du temps, il y a encore d'autres personnes qui sont venues rejoindre le groupe parce qu'elles n'avaient pas reçu la formation au début. Et le groupe a commencé à se réunir à peu près une fois par mois. Évidemment, les 40 personnes n'étaient pas là systématiquement chaque fois, mais il y avait chaque fois entre on va dire 10 et 20 participants. Et au cours de ces réunions, on a demandé aux gens de témoigner, de raconter leurs histoires ou leur histoire personnelle ou familiale. Ce qu'ils ont commencé à faire. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que les gens parlaient à un moment ou à un autre d'un objet qu'ils avaient reçu, récupéré, racheté, retrouvé, conservé, enterré. Un objet qui était un objet familial, qui venait de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents, même encore plus en amont dans le temps. Et moi, ce qui m'a frappé personnellement, j'aime beaucoup les images, j'adore la photo depuis longtemps, c'est peut-être une autre chose que je pourrais expliquer une fois si on a le temps. Donc j'ai un petit coup d'œil format 24-36 et j'ai observé que les gens qui parlaient d'un objet, au moment où ils parlaient de cet objet, changeaient de physionomie et que cette physionomie reflétait leur état émotionnel. C'est-à-dire que quand les gens racontaient une histoire chronologique, voilà, mes grands-parents sont nés
Penjin en 1885, et mon grand-père tenait une mercerie, etc. C'est factuel, c'est chronologique, c'est une histoire. Ensuite, ils ont subi les différentes exactions qu'on faisait subir aux Juifs à l'époque, et ensuite ils ont été déportés, ils ont été dans tel camp, etc. On est dans l'histoire personnelle ou familiale qui est cursive, qui est chronologique. Et puis, tout d'un coup, on parle d'un objet. Et quand on parle de cet objet, là, tout d'un coup, la physionomie change, les gens adoptent une autre attitude, un autre visage, un sourire. Et je me dis, mais là intervient l'émotion. Évidemment, j'ai toujours mon appareil de photo sous la main et j'ai commencé à prendre quelques photos. Et je trouvais que ces photos étaient quand même assez explicites au niveau de la transmission de l'émotion. Et alors, du coup, on s'est dit, mais voyons nos objets, voyons-les, ces objets. Est-ce que tu pourrais apporter ton petit éléphant, ton cintre, ton avion, ta poupée? Les gens disent oui, bien sûr, ils ont tous accepté avec énormément de facilité. Et là, j'ai repris une deuxième série de photos avec les gens et leurs objets, contextualiser tout ça. Et je trouvais qu'il y avait vraiment une émotion particulière qui émanait de ces rencontres et de ces photos. Et du coup, on s'est dit, ben voilà, on va en faire quelque chose. On va peut-être en faire un petit cahier à usage interne, quelques photocopies en noir et blanc, de 4 pages, un petit journal. Et de fil en aiguille, ben voilà, les 4 photocopies en noir et blanc sont devenues un livre qui a maintenant 330 pages et voilà, qui est disponible non seulement à l'usage interne du groupe, mais dans toutes les bonnes librairies. Et voilà comment le livre est arrivé. Mais je suppose qu'on vous a montré beaucoup plus que 40 objets. Comment la sélection s'est-elle faite, si je puis dire? Comment vous avez choisi ces 40 photos, d'ailleurs très belles, de ces objets? Merci. On n'a pas fait de sélection, parce que comme je vous ai dit, on était une quarantaine de personnes, donc on a réussi à trouver 40 portraits, ce qui est quand même assez extraordinaire. La seule sélection, je dirais entre guillemets, mais c'est un livre qui est plein de règles et plein d'exceptions. Comme je l'ai dit, la plupart sont juifs, mais pas tous. La plupart ont des objets, mais pas tous. La plupart de ces objets sont transportables, mais pas tous. Donc, beaucoup de gens nous ont montré ce qu'eux ils considèrent comme des objets, c'est-à-dire des documents. Des documents, une carte d'identité, une fiche de déportation, une carte postale. Donc, un document, c'est aussi un objet, si on veut bien, en tout cas pour les gens qui le possèdent et qui ont un rapport émotionnel intime avec ce livre. Mais pour moi, ça n'est pas un objet parce qu'il est bidimensionnel. C'est un document. Et l'idée, le propos du livre n'est pas de documenter ou de reproduire des documents, mais c'était plutôt de prendre un objet tridimensionnel et de mettre en image l'objet avec son porteur et l'émotion qui s'en dégage. Mais évidemment, comme je vous ai dit, il y a des exceptions. Donc, on a quand même une exception dans le livre qui est une carte d'identité retrouvée aussi dans des archives d'État. Ça se passait en Belgique, même si la personne vit à Genève actuellement, comme la plupart des portraits de ce livre. Donc voilà, c'est comme ça que s'est fait la sélection. Mais la sélection n'était pas difficile à faire. Les gens étaient généralement tous d'accord. Alors, 40 objets, ce sont 40 histoires incroyables à travers toute l'Europe, racontées par les descendants des deuxième et troisième générations. Ces histoires témoignent et reflètent les mouvements des communautés juives pendant et après la Shoah, mais également avant la Shoah. La plupart des objets ne datent pas de la Shoah, ils datent d'avant la Shoah. Oui, avant mais la Shoah. Ils ont traversé la Shoah. Donc, quelque part, d'une certaine façon, ils reflètent la culture juive, j'allais dire, mais en même temps, ce ne sont pas des objets pour la plupart. Et là aussi, il y a des exceptions. Il y a quand même, il y en a quand même, il y a le Hanoukia, par exemple. Mais donc, la plupart de ces objets ne sont pas des objets cultuels. Ce sont des objets qui ne sont pas forcément typiquement juifs. Je ne sais pas si on peut en dévoiler quelques-uns.
ne voudrais pas trahir trop de secrets pour que les gens aient l'impression d'avoir lu le livre avant de l'avoir acquis, mais c'était la page publicité. Mais des objets sont pour la plupart des objets anodins, banals. Il y a certains ont une valeur pécuniaire, il peut y avoir un bijou en or, donc évidemment il y a une certaine valeur commerciale, mais la plupart de ces objets n'en ont pas, ce sont des objets personnels. Je prends l'exemple du cintre cassé d'Ilan. Voilà, un cintre en bois, et en plus, s'il est cassé, n'a strictement aucun intérêt, il peut être mis à la poubelle sans autre, sauf que ce cintre-là a une particularité, il date d'avant la Shoah, il y a le nom et l'adresse du magasin de vêtements dans lequel l'arrière-grand-père d'Ilan, que l'arrière-grand-père d'Ilan possédait, que son grand-père a retrouvé, c'est le seul objet qu'il a retrouvé dans ce magasin quand il est revenu de ses tribulations pendant la Shoah, et il l'a pris, et il l'a gardé, et il l'a transmis. D'où le nom des objets transmissionnels, avec une petite allusion évidemment aux objets transitionnels de Winnicott. Et puis voilà, mais ce sont aussi des objets transmigrationnels, parce que beaucoup de ces objets ne sont pas à l'endroit où ils ont été avant, à l'endroit où ils ont été créés, acquis, et ensuite tous ces objets ont un parcours. Donc voilà, mais évidemment, ils sont un lien direct entre avant la Shoah, parfois pendant la Shoah, et maintenant. Et maintenant. Alors, pour certains objets, le descendant a dû faire la recherche lui-même pour justement faire émerger l'histoire familiale, parce que l'histoire n'était pas dite. Et comme vous le dites très bien dans votre livre, il y a non seulement il y a non seulement un devoir de mémoire, mais aussi un besoin de mémoire. Et dans certaines situations, l'objet est là pour rompre avec le silence familial et rompre avec la chaîne de l'oubli, en quelque sorte. Oui. Alors, je pense que beaucoup de Juifs qui ont un lien avec la Shoah, et Dieu sait que la plupart en ont, savent que la parole était très difficile pour les survivants, en particulier avec leurs enfants, un tout petit peu moins peut-être avec leurs petits-enfants, avec leurs collègues de martyrs, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, les gens qui ont vécu un peu le même itinéraire, le même parcours. Les rescapés survivants de la Shoah parlaient un petit peu plus, et souvent en yiddish, avec les gens qui étaient aussi des rescapés, mais la transmission était très difficile. Il y a eu une espèce de chape de silence. En tout cas, moi, c'était mon vécu personnel. Par rapport à mes parents. Mes parents ne m'ont rien raconté, tu ne peux pas comprendre, tu es trop jeune, c'est trop dur, c'est trop douloureux. Il y avait une chape de silence, il y avait une chape de souffrance en même temps. Malheureusement, la souffrance a été transmise, et ça, ce sont des psychanalystes qui s'en sont beaucoup occupés. La souffrance a été transmise un peu en héritage, comme le dit Esther Ben-Bassa dans son livre. Et parfois, les objets étaient des choses, des espèces de prétextes ou d'alibis qui avaient une aura particulière chez les survivants, et qui ont réussi à transmettre à leurs descendants. Mais parfois, ce sont les descendants qui se sont trouvés confrontés à cet objet. Parfois, c'était un héritage familial, mais parfois non. Si je prends l'exemple du petit bijou en forme d'éléphant qui a été sculpté avec de l'or de récupération du grand-père de Dania, une des 40 personnes illustrées dans le livre. Le grand-père était dentiste à Berlin. Il récupérait des petits fragments d'or dentaire. Vous voyez, quand vous allez chez le dentiste vous soigne les dents, et à un moment, il vous dit, voilà, rincez, crachez, vous crachez dans un bassin. Au fond du bassin, il y a des petites particules d'or microscopiques et quand on en a suffisamment, eh bien, voilà, on peut les fondre et en faire un bijou. C'est ce qu'a fait le grand-père de Dania. Ce bijou lui est arrivé de manière tout à fait inopinée. C'est un jour un Allemand qui, 40 ans après, a retrouvé les descendants. En l'occurrence, c'était le père de Dania, en lui écrivant une lettre. Est-ce que vous êtes bien le fils
de Monsieur Appel, qui était dentiste à Berlin dans les années, etc. Si c'est vous, voilà, j'ai quelque chose à vous remettre. Quelque chose que la femme de votre grand-père m'a laissé avant de partir en déportation, a laissé à ma mère avant de partir en déportation. Et tout d'un coup, 40 ans après, cet objet tout d'un coup, arrive dans la vie de Dania, de son frère, de son père, de manière tout à fait inattendue. Voilà. Donc, certains objets ont été transmis directement de la personne concernée à ses descendants, et d'autres sont arrivés de manière complètement imprévisible. Mais justement, entre les descendants de la deuxième génération, c'est-à-dire celle qui a eu des parents directement concernés par la Shoah, et celle de la troisième génération, le vécu familial de cette période est très différent. Et les émotions véhiculées par ces objets est par nature très différente. Alors, les émotions sont très différentes, le vécu est très différent, mais là, je ne pense pas qu'on puisse établir une règle générale. En tout cas, je peux faire une statistique scientifique significative sur 40 objets, tous récoltés dans la région de Genève, au sens large du terme, puisqu'on va en France voisine, on va à Lausanne. Mais évidemment, chaque vécu est différent. Il y a des similitudes dans chaque histoire, mais chaque histoire a ses particularités et ses différences. Le vécu des objets est aussi très différent. Le seul point commun, c'est l'attachement, la conservation et la transmission. On pourrait aussi dire que ce sont des objets conservationnels, puisque vraiment le point commun, c'est que tous les gens le conservent. Alors certaines personnes ont une affection particulière avec cet objet. Ils le gardent précieusement dans un coffre pour surtout ne pas le perdre, pas l'abîmer, pas le toucher, ou ils l'ont sous la main tout le temps, ou ils l'ont au milieu de leur salon, ou ils l'ont mis quelque part dans un meuble, mais ils le gardent et ils ne le touchent jamais. Certains, comme par exemple Céline, a 2 objets. Ces 2 petits coffrets à bijoux qui ont été construits par son grand-père dans un stalag. Un de ces objets porte le nom de sa mère, donc qui était la fille du grand-père. Un autre porte le nom de la fille de cette femme. Donc, l'un des objets, elle l'aime beaucoup, elle met ses petits trésors dedans, l'autre, elle ne le touche pas. Donc, du fait, l'objet révèle ou reflète l'émotion, la sensibilité que les gens peuvent avoir par rapport à la personne qui en était propriétaire avant ou qui en était le précédent propriétaire, celui qui l'a créé, qui l'a fait, qui l'a acquis ou par qui il a été transmis. Il y a des gens, par exemple, qui ne savaient plus où était leur objet. Il y a même je pense à Ruth, par exemple, qui, quand on a commencé à parler de cette recherche d'objets, parce qu'évidemment, on a dit aux gens, nous aimerions bien que vous retrouviez les objets que vous avez. Et Ruth m'a dit, mais moi, je n'ai rien. Tout a été détruit. Mes parents m'ont toujours dit, nous avons tout perdu. Nous n'avons plus rien. On a perdu le corps et âme, on a perdu nos familles, on a perdu nos biens, nos possessions, nous n'avons plus rien. Bon, voilà, c'est comme ça. Et tout d'un coup, Ruth s'est souvenue qu'elle avait quand même un bijou et que ce bijou avait une histoire. Il avait été enterré pendant la guerre, il avait été retrouvé par la suite par la personne qui savait où il avait été enterré, qu'il avait récupéré, qui en avait récupéré plusieurs, qu'il avait distribué à la fratrie, dont un était parvenu à Ruth. Elle a mis plusieurs mois à se souvenir que de rien, il y avait quand même quelque chose. Si je prends par exemple Arié, lui, avait une bague, c'est aussi une histoire complètement époustouflante. Il avait une bague. Ses parents se sont connus, son père était de Salonique, sa mère était de Pologne. Ses parents se sont connus à la libération du camp de Dachau et ils ont voulu se marier très vite. Comme c'était un petit peu l'usage, il fallait reconstruire aussi. Donc, ils se sont mariés, ils ont été mariés par un rabbin de l'armée américaine, qui était l'armée qui avait libéré le camp de Dachau. Mais il fallait une bague. Évidemment, ils n'avaient rien. Donc, ils ont trouvé une bague. Ils l'ont prise où? Au doigt d'un SS. La bague, la maman n'a rien porté cette bague pendant. Je trouve que cette histoire est complètement hallucinante. Oui. On ne sait pas si le SS était vertical ou horizontal. Oui.
dans quel état était le doigt. Toujours est-il que la bague était portée par la maman d'Harriet pendant toute sa vie, et quand elle est décédée, c'est Harriet qui l'a hérité. Il connaît très bien l'histoire de la bague, on la lui a racontée. Il a fallu aussi 2 mois pour qu'il sache où sa bague était. Il savait qu'il l'avait, il savait qu'elle était quelque part, chez lui probablement, mais où, justement, il a mis 2 mois pour la retrouver. Et pourtant, à partir du moment où il l'a retrouvée, il n'y avait pas le moindre doute, c'était cet objet, c'était cette histoire, tout était absolument clair. Une belle histoire. Mais il y avait quand même une sorte de blocage, comme une sorte de blocage psychologique, et cet objet, en même temps, quand il en parle, il dit oui, mais moi, j'y tiens pas tant que ça, je la garde, mais je la garde pour mes enfants. Tout à fait. Pour moi. Il y a une espèce de patate chaude qu'on a dans les doigts, mais qu'on veut vite donner à quelqu'un d'autre parce que ça nous brûle un petit peu. Alors là, je m'adresse aux médecins que vous êtes. Il y a une discipline scientifique qui émerge, c'est l'épigénétique. Alors, qui établit un lien entre l'environnement et les gènes. Est-ce que vous, très brièvement, en quelques mots, vous pourriez dire comment cette discipline pourrait s'appliquer aux descendants de la Shoah? Ce n'est pas à moi de le dire. Oui, effectivement, j'ai été médecin pendant une 40aine d'années de ma vie, dont 28 ans en cabinet, mais ça ne me donne pas de compétences particulières, surtout face à une discipline qui est relativement nouvelle. On avait le sentiment que la génétique était quelque chose de fixe, qu'on était le produit de nos gènes. Un point, c'est tout, et que les gènes étaient transmis, on savait à peu près comment, des parents aux enfants, avec une recombinaison entre la mère et le père, qui donnait à l'individu un caractère totalement unique. Ça, c'était le dogme à l'époque où j'ai fait mes études. L'épigénétique est venue bien après. À vrai dire, j'étais même déjà à la retraite quand on a commencé, quand j'ai entendu pour la première fois le nom d'épigénétique. Et on a la chance à Genève d'avoir une personne qui fait des recherches là-dedans, qui s'appelle Ariane Giacobino, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, et qu'on a d'ailleurs invité dans le cadre de notre réseau deuxième génération, qui nous a un petit peu expliqué ça. Alors effectivement, on se rend compte maintenant que les gènes sont plus ou moins immuables, et qu'on est le produit de nos gènes, mais que nos gènes sont quand même conditionnés par l'environnement qui peut influencer l'expression des gènes. Il y a certaines choses comme les rayonnements radioactifs, par exemple, qui peuvent endommager les gènes, et les abîmer, les détruire ou les modifier, et provoquer en général, la plupart de ces modifications ne sont pas bénéfiques puisqu'elles donnent des cancers ou d'autres maladies de ce genre-là. Mais certains événements qu'on a vécus, certaines émotions, et là on touche aussi ce que Boris Cyrulnik explique, même s'il n'utilise pas beaucoup le terme d'épigénétique, la résilience finalement, c'est quelque part une sorte d'application de l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on exprime certains gènes, certaines potentialités qu'on a. Alors, on ne peut pas exprimer des potentialités qu'on n'a pas, mais on peut, par exemple, ne pas exprimer des potentialités qu'on a si le gène est réduit au silence. Et ça s'explique chimiquement par des méthylations de certaines bases. Hors de la technique, je pense qu'effectivement, ça peut être un outil. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Je ne sais pas, est-ce qu'on va pouvoir utiliser ça comme thérapeutique? Ce que je crains, ce que l'homme a toujours tendance à faire, c'est d'essayer d'utiliser une technique à son profit, c'est-à-dire peut-être qu'à partir du moment où on trouve un médicament qui peut méthyler ou déméthyler tel gène, et influencer ou guérir, entre guillemets, tel état d'esprit, une dépression, un trouble obsessionnel ou je ne sais quoi. Alors voilà, on va inventer un médicament et en faire du profit. Ça, c'est très, très humain, et je pense qu'on ne va pas pouvoir y échapper. Maintenant, est-ce pour un bien ou pour un mal? Voilà, c'est la science qui est généralement un bien, et son application qui peut être l'un ou l'autre. Oui, tout est à écrire. Alors, ma dernière question est simple. Comment continuer à faire vivre ce livre? Est-ce qu'il y aura un complément à votre recherche? Il y a plusieurs possibilités, parce que je rencontre encore des gens qui, ayant lu le livre,
viennent en disant « Me too ». Moi aussi j'ai un objet. Je viens de rencontrer il y a quelques semaines, c'était à l'occasion d'une exposition que nous avons faite, parce que le livre, voilà, il existe, il est édité, mais il y a aussi une exposition qui va avec. On a présenté cette exposition dans un collège en région genevoise, et une des enseignantes est venue me voir en disant « Voilà, moi j'ai aussi quelque chose ». Et son objet est un objet bidimensionnel. Lui, c'était une carte postale que son grand-père avait écrite du camp de Pithiviers en 1942 pour souhaiter une bonne année 1942 à sa famille, lui envoyer un message d'amour. Évidemment, il n'a jamais revu sa famille et réciproquement, parce que de Pithiviers, il a été déporté, comme chacun peut bien l'imaginer. Mais la carte postale est restée, elle a été transmise donc du grand-père à la tante et de la tante à cette personne qui a commencé à faire des recherches, qui s'est rendue à Paris au Mémorial de la Shoah, au CERCIL, pour ça a donné l'impulsion d'une recherche spécifique sur ce grand-père qui était cordonnier à Paris et qui a aussi un vécu très particulier. Alors, cette personne figurera très vraisemblablement dans les prochaines expositions, mais elle ne pourra pas figurer dans le livre puisque le livre il est fini, il est relié, on ne peut rien y rajouter. Donc dans les expositions, oui. Le tome 2, je ne sais pas, je trouve que les films bis sont toujours moins bons que l'original. Je sais pas, les visiteurs, taxi 5, 6, 7, 9. Tout à fait. Il y a un moment où il faut s'arrêter. Donc, je ne pense pas qu'on fera un tome 2, mais j'ai eu une autre envie qui, pour l'instant, n'est pas encore vraiment concrétisée, mais pourrait. C'est que les gens dans le monde, parce que là, évidemment, je ne peux pas parcourir le monde entier, parce que là, ce n'est pas un tome que je devrais faire, mais c'est 300. Je pense que des objets transmissionnels, il doit y en avoir des millions et partout dans le monde entier. Donc, ce que j'aimerais peut-être, si les choses peuvent se faire comme ça, c'est que les gens se photographient eux-mêmes avec leur objet et fassent circuler la photo, que les photos arrivent sur un blog, sur un site, et qu'on puisse faire une espèce de collection qui ne serait pas tout à fait, qui serait un peu parallèle à ce que fait Steven Spielberg, par exemple, qui interviewe des gens. De temps en temps, je trouve une photo comme ça, par exemple, sur Internet. Je sais qu'à Paris, Claude Ongard a aussi une collection d'objets, en particulier des camps du Loiret, Pithiviers, Bonne-la-Rolande. Il a des photos de ces objets ou des objets qui ne lui appartiennent pas, mais pas forcément avec leur propriétaire. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'émotion et ce qui passe entre l'objet et son propriétaire. Donc, si les gens arrivent à se photographier eux-mêmes et à mettre ces photos à disposition, ça serait une bonne coda. C'est un projet très intéressant. Je dois dire que ce livre, par les photos et les portraits qui sont montrés, est en lui-même un très bel objet. Merci Michel Borzykowski. Je rappelle le titre de votre livre, Objets transmissionnels, liens familiaux à la Shoah, aux éditions Slatkin. Vous pouvez trouver ce livre au Mémorial de la Shoah, à la librairie du Temple, dans toutes les bonnes librairies et sur les plateformes comme Amazon et la Fnac. Merci. Merci beaucoup, Annie. À bientôt. À bientôt.